Aujourd'hui, on aborde un sujet brûlant mais trop peu discuté, comment optimiser la trésorerie de ton entreprise ou de ta holding. Que tu sois marchand de biens, entrepreneur ou que tu aies récemment cédé ta boîte, tu te retrouves peut-être avec du cash dormant en société. Alors, laisser en compte courant ce cash s'érode à vitesse grand V avec l'inflation, ça on est au courant. Mais comment alors le placer intelligemment? C'est le sujet de notre conversation cette semaine sur Mission Alpha avec Franck Béon, expert reconnu des stratégies d'optimisation patrimoniale. Ensemble, on décortique les trois grandes options pour placer sa trésorerie, les subtilités fiscales à connaître en personne morale, les pièges à éviter, notamment sur la liquidité et l'exécution, et comment construire un portefeuille optimisé selon ton horizon et ton niveau de risque. Un épisode technique mais ultra pratique qui peut littéralement te faire gagner ou te faire perdre plusieurs points de rendement à ton entreprise. Si tu veux optimiser ton patrimoine, que tu sois en société ou non, prends contact avec Franck, il sera ravi de t'aider avec un conseil personnalisé. Et Claire, tu peux prendre rendez-vous sur le lien investisseur avec un s40.com/ploovers, Ploovers. Et si tu apprécies ce podcast, pense à t'abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. Bonne découverte et bonne écoute. Hello Franck. Salut Paco. On va parler de trésor pour les entrepreneurs, pour les entreprises. Comment placer le trésor aujourd'hui? Ouais, effectivement, gros sujet parce que ça, c'est une problématique de beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs ou de personnes qui ont revendu leur boîte. À te dire, tiens, j'ai de la boîte dans ma holding, j'ai de la trésorerie dans ma holding ou j'ai de la trésorerie dans ma société. Comment est-ce que je peux l'optimiser? Ça, c'est intéressant et notamment, donc moi je l'ai aussi du côté, marchand de biens et beaucoup de collègues où c'est en fait la problématique entre 2 transactions. On a souvent, du cash, qui peut durer et à mobiliser. Ce qui est intéressant peut-être de l'aborder le système aussi en fonction de l'objectif et aussi en fonction du temps qu'on a devant nous, parce que c'est ça le problème. Des fois, on a un horizon, on pense qu'on a 6 mois et puis, il y a une opportunité, on a bloqué l'argent pendant 6 mois quelque part et on peut plus le sortir. C'est intéressant de voir ça aussi, quoi. Ouais, alors ça, cette notion de liquidité, pour moi, elle est au cœur. Pour moi, en fait, un investissement doit toujours être liquide. Donc, du coup, ça enlève toutes les options, en plus que je n'aime pas trop, tu le sais, telles que SCPI, Private Equity ou produits structurés. Il faut rester sur des produits simples, ETF, fonds obligataires, vraiment des choses liquides que l'on peut en fait vendre à tout moment si on a besoin en fait de la trésorerie. Et est-ce qu'on peut quand même avoir avec ces produits la liquidité et le rendement, quoi? C'est où est-ce que c'est le combo optimum? Alors, en fait, pour moi, c'est encore deux choses différentes. Le rendement, on peut toujours l'avoir, parce que rien ne t'empêche, dans une trésorerie d'entreprise, de mettre de l'ETF S&P 500, de l'ETF Nasdaq, du Berkshire, de l'or ou toutes ces choses-là. La question, en fait, ça va vraiment être, ce que tu mentionnais, l'horizon. À quel horizon, en fait, et quel niveau de risque je suis prêt à prendre pour ma trésorerie d'entreprise? Est-ce que je vais avoir un petit peu plus que le compte à terme? Est-ce que je suis prêt à dire, tiens, c'est une trésorerie, j'ai vendu ma boîte, quelques millions ou dizaines de millions. Écoute, c'est un truc dont j'ai besoin peut-être dans 10 ans. Je suis prêt à prendre des risques. Donc, c'est toujours ce curseur, en fait, de risque que l'on va faire varier en fonction du besoin que l'on peut avoir. C'est quoi la différence, entre, placer la trésorerie d'entreprise et placer tout simplement sa trésorerie, à soi, en fait, en tant qu'investisseur particulier? Quoi la différence pour toi? Alors, la différence, c'est que on n'est pas en notion de personne physique. C'est quand on place de la trésorerie d'entreprise, c'est la notion de personne morale. Et du coup, il y a toutes les subtilités propres à la personne morale à prendre en compte. Et on va dire, quand on veut placer de la trésorerie d'entreprise, on a 3 options, pour moi. On a soit, ce que beaucoup ont fait, c'est des dépôts à terme. Donc, bien, j'ai ma trésorerie, la banque me propose un dépôt à terme, donc placer ça à 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, avec des taux qui vont tourner autour de 2-3%. Donc, c'est un petit peu les taux que l'on a eus. Et à l'issue de on va dire, de ce placement, on reçoit un coupon, donc les intérêts qui seront taxés, on va dire, qui vont arriver dans le résultat, qui vont être taxés au niveau de l'entreprise. Donc voilà, c'est on va dire la solution la plus classique que beaucoup en fait ont utilisé pour placer la trésorerie d'entreprise. Ensuite, on a le contrat de capitalisation personne morale. Donc là, on reste sur un contrat assurantiel, un petit peu différent, et je vais y revenir après. Et en fait, la troisième option, c'est le compte titre ordinaire, tout simplement, qui est beaucoup moins utilisé
beaucoup moins proposé. Pourquoi? Parce que la plupart des conseillers, donc des CGP qui vont s'occuper, ou cabinet de conseil ou family office, utilisent bien plus souvent en fait le contrat de capitalisation parce que plus simple et en termes réglementaires, c'est différent. C'est-à-dire que pour proposer du contrat de capitalisation, il faut être courtier d'assurance. C'est IAS, comme on appelle. Pour proposer du compte titre, c'est un petit peu plus contraignant parce qu'on est dans le CIF, conseiller en investissement financier, qui est, on va dire, un agrément un petit peu plus compliqué que l'IAS, avec d'autres contraintes. Et en fait, il y a beaucoup plus de courtiers d'assurance que de CIF, conseiller en investissement financier. D'accord. Tu parles tu disais qu'il y a 3 façons de placer la trésorerie en entreprise. Il y a vraiment que ces 3 là ou c'est les 3 qui pour toi te semblent viables en fait? Pour moi, en fait, c'est les 3 que je connais. J'en connais pas d'autres. C'est vraiment compte titre, contrat de capi, ou alors vraiment les dépôts à terme. Donc dépôt à terme, c'est tout ce qui est monétaire, c'est à 2 c'est vraiment C'est du pur monétaire proposé par les banques, typiquement. contrat de capi, l'actif sous-jacent derrière, c'est de l'assurance vie est derrière tous les actifs qui C'est un peuvent être contrat assurantiel, spécifique, personne morale, dans lequel, alors, l'accès aux fonds euros est moins évident que sur un contrat personne physique. Parce que, est-ce que c'est une holding patrimoniale ou pas? Est-ce que c'est une société à l'IR, à l'IS? Il y a tout ça qui va rentrer en compte pour savoir, tiens, est-ce qu'on peut mettre du fonds euro ou pas? Et à noter que dans les contrats de capitalisation personne morale, si on met du fonds euro, en fait, le fonds euro est pleinement capitalisant. C'est-à-dire qu'on ne nous prend pas les prélèvements sociaux au fil de l'eau, comme ce serait pour une personne physique. Mais généralement, les contrats que l'on a tendance à faire pour les personnes morales, c'est des contrats dits 100% UC, dans lesquels il n'y a pas de fonds euros. Et donc là, on a tout l'univers d'investissement ce que nous propose l'assureur. Donc, c'est-à-dire, on peut mettre du titre vif, on peut mettre des fonds, on peut mettre des ETF, on peut vraiment mettre ce que l'on veut. Et tu parles de contrat de capi, pas d'assurance vie, parce que c'est juste pas possible de faire de l'assurance vie. Oui, c'est pour personne physique, l'assurance vie. Donc c'est pour ça que contrat de capi, c'est uniquement pour les personnes morales. On ne peut pas faire d'assurance vie, on fait du contrat de capitalisation. Parce qu'on a vu dans d'autres conversations que c'était aussi plus intéressant même pour l'investisseur qu'un particulier de passer par le contrat de capi. Oui. Donc c'est pour ça que je te pose la question. Mais là, on n'a pas le choix. Voilà, exactement. En fait, le particulier, le contrat de capitalisation peut être fait par une personne physique ou une personne morale. On a le choix entre les deux. Ok. Et compte titre, la troisième façon, c'est vraiment du titre vif. On y va sur le marché. C'est des fonds, des ETF, des titres vifs, mais avec les spécificités du compte titre. Et alors, quand on va rentrer, donc là, on a mis les bases, on dit tiens, il y a ces 3 options-là. Si on enlève les dépôts à terme, parce que bon, c'est vraiment la trésorerie classique proposée par les banques, mais si on veut booster un petit peu son rendement, effectivement, on a le choix entre contrat de capi et compte titre. La mise en place d'un compte titre, c'est toujours un petit peu plus lourd. Nous, généralement, on le fait pour des trésoreries supérieures à 500 000 euros. Contrat de capi, c'est généralement les tickets minimum, c'est entre 50 et 100 000 selon l'assureur avec qui on travaille. Et toute la subtilité, c'est comment on fait le portefeuille. On en revient à un portefeuille, ça ne se fait pas au doigt mouillé, ça se fait alors nous, on le fait de façon mathématique systématiquement, que ce soit pour le contrat de capi ou le compte titre. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un qu'un contrat de capitalisation, la fiscalité en tant que personne morale est assez subtile parce que ça va dépendre de la date à laquelle on l'a ouvert, et c'est une fiscalité forfaitaire sur la base d'un taux spécifique, donc c'est 105% du TME, donc du taux moyen d'emprunt des entreprises en France. Et c'est ce taux, c'est un taux forfaitaire que l'on doit déclarer, comptablement parlant, quel que soit en fait le résultat de notre contrat de capitalisation. Ça, c'est un point important à retenir. Donc on est prélevé à ce taux forfaitaire sur quoi? Sur les intérêts qu'on perçoit quand même. Même s'il n'y a pas d'intérêt, en fait, l'État considère que ça a fait tel rendement. Ah ouais. Voilà, donc c'est une fiscalité forfaitaire. Donc ça peut être intéressant si on a une espérance de rendement très importante, parce que du coup on va avoir un rendement plus important que le taux benchmark qui a été utilisé, qui sera utilisé au niveau comptable.
Mais si on a un taux plus faible, ça peut être pénalisant. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un contrat de capitalisation, étant donné que c'est une enveloppe assurantielle, il y a des frais d'enveloppe qui sont de l'ordre de 1%, qui peuvent être, selon les montants, un petit peu négociables à la baisse. Voilà. De par ces contraintes-là, à partir de quel seuil, soit d'horizon, soit de montant, mais plutôt d'horizon, de placement, s'orienter vers le contrat de capi plutôt qu'un dépôt à terme? Parce que, comme tu l'indiques, il y a des frais à l'entrée sur les contrats assurantiels qui font que si on y va pour une période, je sais pas, de 6 mois peut-être, ça c'est punitif. On va payer beaucoup de frais par rapport au rendement qu'on peut avoir. Parce que Effectivement, 6 mois. En fait, tout dépend du petit pick-up. En fait, on peut mettre des petits pick-up de risque, c'est-à-dire, on va faire effectivement, principalement de l'obligataire, mais on peut rajouter un petit peu une petite poche action qui va venir un peu booster le rendement. C'est ça qu'on va vouloir aller chercher. Après, effectivement, il y a des frais, mais des frais, il y en a partout, hein, d'une certaine façon. Dans le dépôt à terme, il y a des frais parce que la banque, elle fait pas ça gratuitement, donc elle va proposer un taux légèrement inférieur à ce qu'elle pourrait offrir parce qu'elle doit garder sa marge. Donc dans toutes les options, il y a des frais, mais c'est vrai que le contrat de capi, en fait, effectivement, faut absorber ces frais qui vont être de 1%, voire un petit peu moins si on a des montants un peu plus importants. Mais effectivement, il y a quand même ces frais. Par contre, il n'y a pas de frais de transaction dans le contrat de capitalisation. Il y a des avantages et des inconvénients. Il y a cette histoire de taux forfaitaire qui peut être aussi intéressant. Et après, c'est pour ça, en fait, l'État, on va dire le fisc, a bien fait les choses. Parce qu'en fait, il a essayé d'homogénéiser la fiscalité sur les 3 enveloppes, mais de façon un peu différente. Parce que le compte titre, par exemple, il n'y a pas de frais d'enveloppe. Alors nous, on travaille avec Swissquote, typiquement, il n'y a pas de frais d'enveloppe. Il y a juste des frais de transaction qui sont de 0,10%, et même sur certains ETF, il n'y a même pas de frais de transaction. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Et par contre, c'est pas une enveloppe capitalisante. Et là, la fiscalité sur le compte titre est encore plus subtile parce que selon l'instrument, selon qu'on a affaire à un instrument obligataire ou un instrument action, la fiscalité va pas être la même. Parce que certains vont être en fait taxés sur les plus-values latentes et d'autres vont être taxés sur la plus-value réalisée. Donc on pourra avoir un véritable effet capitalisant et repousser ainsi la plus-value. Mais là, ça va vraiment dépendre des instruments. Et là, on peut rentrer dans une subtilité un peu plus importante que nous, on prend en compte quand on veut vraiment faire des choses au cordeau qui peuvent être très intéressantes. mais alors, je suis quand même un peu hésitant. Enfin, c'est pas encore très clair pour moi, du coup, dans quel cas on prend lesquelles de ces enveloppes finalement. Typiquement, si on a moins de 500 000 euros, le contrat de capi fera bien l'affaire. On pourra faire des choses déjà bien. Après, il faut que l'envie, ce soit aussi de prendre un minimum de risque. Si c'est pour faire du purement trésorerie, oui, on peut faire du compte titre sur des OPC obligataires. Donc typiquement, si on a quelques millions en trésorerie, ça on peut le faire à coût vraiment marginal. Mais c'est pour moi l'idéal, c'est quand on a effectivement plusieurs millions et que l'on veut qu'on a un horizon assez lointain et qu'on veut prendre un certain niveau de risque. Pour moi, le compte titre ordinaire est imbattable. D'accord. Ouais, ok. Donc plus l'horizon est lointain, plus on peut se permettre de prendre du risque, plus on va aller sur quelque chose d'agressif comme le compte titre. Voilà. C'est ça l'idée. Pourquoi ? Parce que dans le compte titre, on va vraiment pouvoir choisir tous les instruments que l'on souhaite. On n'a pas de limite, c'est-à-dire qu'on peut y mettre de l'or, alors sous forme de TC, on peut y mettre des ETF, on peut y mettre des fonds. Alors nous, on utilise des fonds comme on appelle des clean shares, c'est-à-dire c'est des fonds sur lesquels il n'y a aucune rétrocession. Donc c'est des fonds avec des frais beaucoup plus bas. On les choisit parce qu'ils ont une véritable qualité intrinsèque qu'on a réussi à démontrer mathématiquement. Donc en fait, on va faire un portefeuille parfaitement diversifié avec des ETF, des fonds, et alors on peut mettre aussi du Berkshire Hathaway, mais en tant que conseiller, on n'a pas, en tant que CIF par exemple, on n'a pas le droit de faire ce qu'on appelle du RTO, réception transmission d'ordre, sur du titre vif. Donc typiquement, moi je peux te dire, tiens, mets du Berkshire Hathaway dans ton compte titre. Par contre, je n'ai pas le droit de passer l'ordre pour toi.
D'accord. Ça, la réglementation me l'interdit. Contre rien ne t'empêche, toi, de le passer. Voilà, c'est toutes ces petites subtilités entre juridique, réglementaire, fiscal, qui font que le choix sur lequel on va aller à la fin, contrat de capi, compte titre et quel portefeuille, en fait, ça va vraiment dépendre du client, le montant, le niveau de risque, l'horizon d'investissement qu'il souhaite avoir. Ça marche, OK. Ouais, parce que comme tu indiquais par rapport à votre algorithme chez Ploovers en gros, tu poses toujours la question à quel montant, à quel niveau de perte êtes-vous prêt Tout à fait. à vous exposer sans retirer vos billes, quoi, en étant cool avec vous-même. Là, c'est clair que pour un horizon très long terme, c'est faisable, mais pour un horizon peut-être pour du placement de trésorerie d'entreprise qui est peut-être moins long terme que pourrait l'être un investisseur particulier, il y a des ajustements par rapport à ça, non? Voilà. Nous, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait, en fait, c'est que si quelqu'un nous dit, moi, mon horizon, c'est 12 mois. Et à 12 mois, nous, on va dire, tiens, on va peut-être faire 90% d'obligataires court terme et puis une petite poche de 5%, voire 10% sur des instruments un tout petit peu pour aller chercher un petit pick-up de rendement. Donc là, on va essayer d'aller chercher 0,5% de plus, par exemple. Donc, mais avec une garantie statistique que à l'horizon, de toute façon, on récupérera le capital. Donc c'est avec ça en fait que l'on va jouer. Donc c'est encore une fois des mathématiques qui vont nous permettre de définir le portefeuille parfait pour un besoin client spécifique. OK. Ouais, donc tu vas splitter aussi la trésor disponible. L'idée, c'est pas de mettre all-in sur un truc. Non, c'est jamais all-in. Ou alors, en fait, ça va être sur des fonds obligataires court terme. Donc, c'est des fonds qui font plusieurs milliards ou dizaines de milliards, qui sont sur des emprunts d'État à 3 mois, par exemple. Bon, voilà, il y a pas de risque spécifique, on va dire. Donc, c'est du vraiment très court terme. Ça bouge pas, ça sert le niveau d'intérêt très proche, en fait, du taux overnight. Et voilà. Est-ce qu'il y a des trucs qui sortent quand même de ces 3 silos qu'une entreprise peut faire ou une société peut faire? On peut pas faire de prêt à soi-même, hein, je crois que c'est interdit. Alors après, il peut y avoir en fait des notions de nantissement, donc ou d'avance que Swissquote ou certains assureurs, alors tous les assureurs ne le proposent pas sur les contrats de capi PM. Donc après, ça va être encore une fois au cas par cas, mais c'est possible. Il y a des choses qui peuvent être possibles. Donc de tirer en fait et encore une fois, c'est pas de la même façon selon qu'on le fasse sur un compte titre ou sur un contrat de capitalisation. Ouais. OK. Est-ce qu'il y a d'autres spécificités un petit peu qu'on aurait? Je pense, alors une dernière, c'est que le compte titre, pourquoi en fait c'est beaucoup plus délicat, c'est que il y a une notion de passage d'ordre. Donc si le conseiller, alors nous, que ce soit Marc ou moi, on vient du trading, donc on sait passer des ordres. Parce que littéralement, c'est nous qui passons les ordres dans le marché, pour un ETF typiquement, pour le compte du client. Donc on fait de la réception-transmission d'ordre sur des parts d'OPC, typiquement des ETF. Là, en fait, un ordre, ça s'envoie pas de façon, n'importe comment. C'est-à-dire que si on ne sait pas passer un ordre correctement, choisir le bon exchange, parce que si tu prends n'importe quel ETF, en fait, l'ETF, il peut être coté sur 5 ou 10 exchanges différents. Faut choisir le bon exchange, celui sur lequel il y a le plus de volume, typiquement. Et tu vois, si quelqu'un arrive et sur je sais pas, c'est une trésorerie de 10 millions, qu'il y a certains ETF, on doit passer plusieurs centaines de milliers d'euros, en fait, on n'envoie pas l'ordre au marché. Faut surtout pas faire ça. Un ordre, ça se travaille. D'ailleurs, on est en train de voir, pour nous, en fait, intégrer des algos, en fait, typiquement de VWAP, donc de passage d'ordre, de faire en sorte, en fait, que les ordres soient passés progressivement, avec des algorithmes spécifiques, pour réduire ce qu'on appelle le slippage, c'est-à-dire l'impact marché. Parce que là, concrètement, pour un trésorier d'entreprise, l'exécution, c'est lui il le fait lui-même avec ses mimines, quoi. Non, généralement, il va pas faire d'exécution, il va passer par des fonds. C'est-à-dire qu'il va faire ce qu'on appelle une souscription de fonds, une souscription d'un EPCVM. Tu vois, par exemple, un fonds Shelcher court terme. Ça, c'est un fonds qui place de la trésorerie court terme. Tu dis, moi, je souscris pour tant de parts et il sera exécuté à la NAV du jour, à la valeur liquidative du jour. Donc, il n'y a pas de notion de passage d'ordre. Cette notion de passage d'ordre, on l'a surtout pour les ETF. Voilà. Et il peut, du coup, perdre quelques points de rendement juste par une mauvaise exécution de ces ETF. Ça peut même être beaucoup plus. OK.
C'est vrai que les ETF, faut vraiment faire attention à la liquidité parce que c'est là-dessus en fait que se rémunèrent bien souvent les market makers, ceux qui font le marché en fait des ETF. Donc effectivement, si on arrive pour une grosse taille et qu'on passe l'ordre n'importe comment, bah ça va coûter cher. Ça s'applique aussi aux particuliers d'ailleurs, hein, Oui, ça. tout à fait. Et tu as un conseil à leur donner à ces gens qui veulent quand même faire de l'ETF et pas se faire ruiner sur l'exécution? Alors moi je dis, on ne fait jamais d'ordre marché. Typiquement en fait, en banque, le market order, c'est-à-dire l'ordre au marché, on évite, on évite. Parce que c'est celui qui va le plus impacter, en fait. Ça veut dire que tu vas traverser, comme on dit, le spread. Ton coût d'exécution va être très, très important. Donc, faut vraiment se méfier, d'ailleurs, s'il y a des plateformes qui ne permettent pas de prendre la main sur l'ordre et qui exécutent systématiquement les ordres au marché. Faut faire très attention. Parce que c'est derrière les flux d'ordres qui sont revendus, typiquement à des hedge funds. Ouais, ouais. Et comment ça s'appelle justement ces plateformes ou ces services qui sont pas des ordres au marché justement, qui sont C'est des ordres limites. Tu envoies un ordre limite. Euh, au prix que tu souhaites. Mais voilà, ça te permet de placer ton ordre, comme on dit, en liquidité. C'est-à-dire, ça va diminuer ton slippage. Mais encore une fois, ça, faut le faire de façon maîtrisée. C'est-à-dire, quand tu exécutes un portefeuille complet, bah, faut le faire de façon, on va dire, essayer de tout faire de façon en même temps. C'est-à-dire, faut pas dire, tiens, j'exécute ça aujourd'hui, ça demain, parce que les marchés bougent. Donc, en fait, ça peut avoir un impact. est-ce qu'on est calibré, tu vois, pour pouvoir faire ça nous en tant avec notre PC à la maison? Tu vois? Moi, Alors, j'avais plutôt d'ailleurs dans l'idée qu'il fallait justement, au contraire de ce que tu viens de dire, se donner le temps de pouvoir rentrer progressivement quand le volume était bon, pour pas avoir à payer trop de slippage et se dire: «Voilà, il y a un ordre là, je sais pas, je dis n'importe quoi, 100 000 € je dois placer», c'est une grosse somme. De le faire, sur la semaine pour trouver toujours les moments optimaux d'entrer sur le marché, de passer l'ordre. Mais toi, tu dis c'est plutôt le faire justement Bah, parce que nous, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle des portefeuilles optimaux mathématiquement. C'est-à-dire que le portefeuille, chaque instrument a sa pondération bien spécifique à un moment donné. Et tu vois, bah, quand tu as des marchés qui bougent beaucoup, bah, avec les annonces qu'on a pu avoir sur les différents tarifs et tout ça, bah, tu vois, en une journée, on a pu avoir des mouvements de 10%. Donc, si tu te dis, tiens, je passe un ordre le matin et l'autre le soir, en fait, rien que là, tu peux te prendre, en fait, là, pour le coup, 10% d'impact. Parce qu'en fait, le portefeuille, il doit être hedgé, comme on dit, c'est-à-dire équilibré. Donc, si tu as passé les obligations le matin et que l'après-midi, les marchés ont bougé de 5%, et que bah, du coup, ça impacte de façon rétroactive, enfin pas de façon rétroactive, mais de façon corrélée bah, les obligations, en fait, tout va bouger. Donc, ce que tu veux, c'est passer idéalement tout ton portefeuille au même moment. Les obligations, les actions, l'or, etc., etc. et là, il y a un bon, enfin sans citer forcément de nom, mais faut se diriger vers ça, la banque traditionnelle qui peut nous aider à ça? Non, non, Ouais. la banque traditionnelle ne sait pas faire ça. C'est d'ailleurs une chose qu'on est en train de pousser, c'est d'arriver à faire en sorte que, euh, notamment des plateformes telles que Swissquote, on peut citer aussi Interactive Broker. On travaille pas trop avec Interactive Broker là-dessus, mais c'est les deux gros, on va dire, du milieu pour faire du compte titre de façon sérieuse, avec des niveaux de frais très bas. Mais c'est juste, aujourd'hui, on aime beaucoup le service client, en fait, au niveau de Swissquote, c'est-à-dire, ils répondent au téléphone, ils sont présents, ils sont dynamiques, et ça, c'est un vrai plus quand on doit, en fait, gérer de l'exécution. Donc voilà. Top. Bah, on mettra ça aussi, moi je la connaissais pas cette ressource dans les notes de Voilà. l'épisode. Swissquote, c'est en gros une banque suisse qui a pas loin maintenant de 100 milliards, je crois, d'encours sur toute cette partie-là. Et nous, on travaille avec la branche luxembourgeoise. C'est d'ailleurs eux qui sont derrière lorsqu'on fait des assurances vie luxembourgeoises, des FAS, comme on dit. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un compte titre chez Swissquote avec une enveloppe assurantielle. Toi-même, perso, t'as, je sais pas, 5 millions à investir avec ta holding. Tu les places où? Tu fais quoi? Moi, 5 millions avec ma holding en perso, sans hésiter, je vais ouvrir un compte titre ordinaire Swissquote. Pourquoi? Parce que il y a pas de frais. Il n'y a pas de frais d'enveloppe, au sens. Il y a juste des frais d'exécution, donc à 0,10%, voire 0 sur certains ETF. Et en plus, le fait que je ne sois pas contraint par un univers donné, c'est-à-dire, quand je suis chez un assureur, je suis contraint par l'univers de l'assureur. Donc là, en fait, j'ai accès à tout ce que je veux, des fonds clean shares, des ETF, des titres vifs. Ce qui veut dire qu'en fait, mon espérance de rendement pour un niveau de risque donné sera encore supérieur, sera même bien supérieur à ce que je pourrais avoir en fait par rapport à un compte titre.
Un contrat de capitalisation. Donc voilà, je vais gagner quand même quelques points de rendement. Après, c'est pas énorme non plus, mais en termes de diversification, je vais vraiment avoir un portefeuille optimal et un niveau de rendement réellement imbattable. Si je comprends bien en résumé un petit peu par rapport au montant qu'on a à investir, si on a des petits montants contrat à terme, enfin dépôt à terme, à partir de 500 000, enfin À partir de 50-100 000, on peut faire du 50 contrat 100 de 000. capitalisation. Et vraiment les montants importants, où là, oui, on va pouvoir engranger beaucoup par l'effet volume. Voilà. C'est là où le compte titre. Peut-être même que je ferai une subtilité, je ferai un petit peu des deux, un peu de contrat de capi, un peu de compte titre ordinaire pour les subtilités un peu fiscales que l'on pourrait avoir. Il pourrait y avoir aussi un petit peu de ça. Parce que il y a toute cette notion de fiscalité qui peut rentrer en compte, qu'il ne faut pas négliger, parce que le compte titre, le problème, c'est qu'on est limité dans les arbitrages annuels, vu que c'est pas une enveloppe capitalisante. Alors que le contrat de capi est une enveloppe capitalisante. Donc ouais, peut-être à y réfléchir, je ferai plutôt un petit peu des deux. Ok. Voilà pour la petite histoire. Ok. Bon, merci beaucoup pour nous avoir Avec plaisir, Faco. de doute là-dessus. À bientôt. À bientôt. Si tu apprécies cet épisode, il y a plein d'autres conversations avec Franck sur Mission Capital qu'on a enregistrées sur la gestion de patrimoine, comment l'optimiser. Je te conseille d'aller dans les archives de la chaîne et de les retrouver. Ils sont pas loin. Tape Franck Béon ou Plouvers et tu pourras les trouver. Si tu veux contacter Franck, n'hésite pas à le contacter de ma part sur le lien investisseur avec un s40.com/Plouvers, Ploovers. Il sera ravi de pouvoir t'aider. À bientôt.